Point virgule. Pour tout savoir et tout comprendre sur les différents sujets, société, politique, culture, environnement, des thématiques sont abordées pour faciliter votre compréhension. Point virgule, la lucarne qui vous apporte un plus. Point virgule, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, pour découvrir le contenu intéressant de nos podcasts. Point virgule. Chère audience, content de vous retrouver sur Point virgule, votre podcast préféré. Dans ce premier épisode de la saison 2, nous en apprenons plus sur l'entrepreneuriat, les particularités du secteur au Bénin et bien entendu, comment créer et structurer son entreprise au Bénin. Pour ce faire, nous recevons Monsieur Yessi Behetan, professionnel de la finance et de la gestion avec plus de 15 ans d'expérience. Yessi est un leader chevronné avec une vaste expérience dans la gestion des investissements, l'évaluation de projets, l'audit financier et organisationnel, le développement de stratégies de croissance, le coaching entrepreneurial, la mesure de la performance et la gestion des risques. Managing partner du cabinet ASA Consulting, Yessi est également un investisseur providentiel, business angel, qui forme et soutient les startups sur divers aspects financiers et opérationnels, y compris la préparation à la levée de fonds. Il a, au cours de sa carrière, accompagné des entreprises de toute taille, de la PME à la multinationale, dans le développement d'affaires et l'élaboration de plans stratégiques de développement. Yessi Behetan est un serial entrepreneur avec une éducation en droit et en gestion. Il est titulaire d'un MBA et d'un Master en International Management de l'Université du Maryland aux USA. Monsieur Yessi Behetan, bienvenue, bonjour. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue dans Point virgule. On entend souvent parler de l'entrepreneuriat. C'est un mot qui revient souvent dans les discours des politiques et les success stories. Mais qu'est-ce que l'entrepreneuriat pour vous? L'entrepreneuriat, c'est lorsque un individu ou un groupe d'individus se mettent ensemble pour produire de la valeur ajoutée. Ils créent ce qu'on appelle couramment un business pour que ça leur apporte du profit. Et souvent, ça permet aussi de résoudre des problèmes que nous avons dans la société. Pourquoi faut-il entreprendre? Il faut entreprendre parce que ça vous permet de vous libérer par rapport à un certain nombre de contraintes en tant que citoyen. L'entrepreneur, c'est par essence celui qui emploie d'autres personnes. Et quand moi je parle d'entrepreneuriat, je parle de liberté. C'est un risque, c'est vrai, mais lorsque vous entreprenez, vous ne dépendez de personne que de vous-même, de vos idées et de votre force de travail. Nous avons tous entendu parler du terme entrepreneur, mais il est souvent difficile de bien délimiter qui l'est de qui ne l'est pas. Qui est donc entrepreneur? Concrètement, l'entrepreneur, c'est celui qui dirige sa propre entité, c'est celui qui peut-être il s'auto-emploie ou il emploie d'autres personnes. C'est celui qui a des revenus de par son activité qu'on doit différencier par exemple d'un salarié. Si vous travaillez pour une entreprise de collecte d'ordures par exemple, vous êtes un employé. Mais le propriétaire, celui qui a initié l'entreprise de collecte d'ordures, c'est un entrepreneur. Non seulement il est un businessman, mais il est un entrepreneur parce que il vous emploie et il le fait pour du profit. Est-ce qu'on est donc alors entrepreneur? Toute personne peut-elle devenir entrepreneur? Il y a des gens qui ont un certain talent pour la chose, un don pour la chose. Je vous donne un exemple. J'ai un neveu qui, déjà en classe de 6e, il est allé voir sa maman et dit « Maman, j'ai besoin que tu augmentes mon argent de poche, mais ne t'en fais pas, je vais te le rembourser, ce que tu m'auras ajouté. » Et la maman lui a remis l'argent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il va acheter des perles, il fabrique des colliers qu'il revendait à ses amis. Après, il a utilisé l'argent. Quand il a vu que pratiquement tous ses amis avaient des colliers, il a maintenant commencé à acheter des bonbons, des chewing-gums et autres qu'il revendait à ses amis et ça lui permet de se faire de l'argent extra qu'il utilisait pour subvenir à ses besoins. Il n'avait plus besoin de déranger ses parents et tout. Donc, il y a des gens qui ont ce talent-là en eux. Mais parfois, la nécessité vous transforme en entrepreneur. Et l'observation de votre entourage, de votre milieu vous transforme en entrepreneur. Je ne dirais pas qu'on est entrepreneur parce que c'est un peu péjoratif
Et ça risque de nous amener sur le terrain de ceux qui disent « Oh, il ne faut pas être un employé, il faut être un entrepreneur, il faut travailler pour les gens et tout. Et il ne faut pas travailler pour les gens. » Bon, moi, je n'aime pas cette façon de présenter la chose parce que vous pouvez bien travailler pour quelqu'un et arriver à subvenir à vos besoins et être très heureux dans ce que vous faites. Techniquement, tout le monde peut devenir entrepreneur, mais pas un bon entrepreneur. Tout le monde peut devenir entrepreneur et il faut aussi comprendre que vous pouvez, tout en travaillant pour quelqu'un, être un entrepreneur. Par exemple, si je suis un fonctionnaire de l'État ou un employé d'une société et que à côté, chez moi, j'ai mon business où je fais par exemple de la transformation de jus que je revends pour me faire de l'argent et que j'emploie des gens tout en étant employé dans une autre entreprise, je suis un entrepreneur. Et pour revenir à la question que vous avez posée, c'est vrai, tout le monde peut être entrepreneur, mais pour certaines personnes, le challenge est un peu trop élevé pour eux d'arriver à entreprendre parce qu'ils n'arrivent pas à intégrer certains concepts dans leur façon de réfléchir. L'enseignante qui donne des TD en fin de semaine est-elle entrepreneuse? Votre professeur qui, tout en étant employé par l'État, donne des TD à côté, c'est un business qu'elle est en train de faire. Donc, ce business lui permet quand même de générer des revenus, de générer du profit, de se faire peut-être par semaine, peut-être 50 000 ou plus, qui rajoute à son revenu. Et elle peut même embaucher d'autres professeurs ou des aspirants professeurs pour l'aider à faire son club de TD. Dans ce cas, elle est bien une entrepreneuse. Qu'en est-il donc de mon ami dépanneur du quartier? Le dépanneur qui est dans le quartier, personnellement, je ne l'appellerai pas un entrepreneur. C'est plutôt quelqu'un qui rend un service ponctuel, vous voyez, parce qu'il participe à l'économie, mais il ne crée pas quelque chose de substantiel, il ne fait rien d'extraordinaire. C'est quelque chose qui est commun et tout. Bon, il est entrepreneur à sa façon, mais les puristes diront qu'il est entrepreneur. Mais personnellement, moi, je ne le classerai pas à la catégorie des entrepreneurs. Le nombre d'entreprises nouvellement créées bat des records, celles qui disparaissent aussi. À quoi ressemble le cycle de vie d'une entreprise? Déjà au Bénin, on remercie les gens qui ont facilité le processus de création des entreprises. Et c'est vrai, il y a beaucoup d'entreprises qu'on crée au Bénin et au bout d'1 an, 2 ans, ces entreprises n'existent plus. Soyons réalistes. Et ça, c'est le même cycle que toutes les entreprises ont. Mais la différence, c'est quoi? L'entreprise, c'est une entité vivante. Elle naît à sa création. Quelqu'un a une bonne idée, il décide de mettre l'idée en valeur. Il crée une structure, il crée un environnement qui lui permet de profiter de cette idée-là, de tester cette idée-là contre le marché sur lequel il évolue. Donc, il arrive une période où l'entreprise peut croître. Et il arrive aussi une période où, déjà, il faut en anglais, il y a ce qu'on appelle le break-even point. Le break-even point, c'est lorsque vos pertes sont égales à votre profit. Donc, à partir de là, vous commencez maintenant à générer des profits. Est-ce que vous voyez? Et c'est en cette période-là que vous arrivez à maturité et que vous explosez maintenant. Malheureusement, beaucoup d'entreprises n'arrivent même pas à la période de break-even point. Ces entreprises commencent souvent, faute de moyens, mauvaise gestion surtout. On confond tout, on confond les biens de l'entreprise et les biens personnels. On utilise ça pour régler les problèmes quotidiens. On ne tient pas de comptabilité, rien du tout. Et puis, tout se mélange. Parfois, c'est de très bonnes idées. Mais parce qu'il y a une très mauvaise gestion, ces entreprises plongent et disparaissent. Par contre, il y a d'autres entreprises qui arrivent à maturité où le produit ou le service que les promoteurs ont imaginé arrive vraiment à être adopté. Beaucoup de profits générés. Et l'entreprise est à maturité et l'entreprise explose. Elle s'impose et elle vit beaucoup plus longtemps. Mais malheureusement, dans notre écosystème ici, même ces entreprises qui ont explosé, qui sont arrivées à maturité et qui ont explosé,
vous remarquez que ces entreprises disparaissent. Si on creuse un peu, vous allez vous rendre compte que souvent les idées sont liées à une seule personne, une ou deux personnes. Et lorsque cette personne décide de renoncer ou lorsque cette personne malheureusement décède ou ne peut plus continuer, les entreprises meurent directement parce que le système de gestion mis en place est trop lié à la personne. Parfois, c'est simplement les conflits d'associés. Et ça, c'est un véritable problème qu'on a dans notre écosystème ici. Les conflits d'associés font que les gens commencent une entreprise ensemble, ils sont très contents, l'entreprise explose, mais dès que les profits commencent à venir, ceux qui ont commencé l'entreprise au départ, peut-être parce que quelqu'un ne travaille pas autant que les autres, ou peut-être parce que quelqu'un estime que la vraie idée est la mienne, c'est moi qui ai investi le plus, c'est moi qui ai pris le plus de risques, donc je dois prendre plus de dividendes, je dois jouir de plus de profits. Les autres disent non, on a eu l'idée ensemble, moi aussi j'ai vendu ma moto, maintenant c'est une entreprise qui rapporte des millions. Donc, ces conflits d'associés font que l'entreprise est obligée de liquider. Ouais. Donc, c'est ce genre de choses qu'on voit vraiment dans le microcosme béninois et africain en général. On comprend donc que l'entreprise est alors un organisme vivant qui naît, grandit, traverse une période de turbulence, apprend, devient mature, vieillit, meurt ou se réinvente. Le début de ce parcours de vie étant l'idée, est-ce que toutes les idées se valent? Non, toutes les idées ne se valent pas. Déjà, lorsque vous avez une idée, vous voyez aujourd'hui des entreprises qui ont beaucoup de succès. Mais ce n'est même pas l'idée qui a été lancée à l'origine qui a permis à l'entreprise d'arriver là où elle est. C'est une autre idée. Mais sur le chemin, ils se sont rendus compte que, cette idée, ça ne prend pas. Mais pendant l'implémentation de cette idée, ils se rendent compte que, il y a telle autre chose que l'on peut faire aussi. Et peut-être même en ajoutant ce qu'ils ont observé, cette faculté d'adaptation. Parce que tout à l'heure, vous avez évoqué les périodes de turbulence. C'est la période la plus délicate. C'est pendant cette période de turbulence que l'entrepreneur ou l'entrepreneuse ou le groupe qui s'est mis ensemble doivent apprendre à s'adapter pour passer cette période délicate-là. Et toutes les idées ne se valent certainement pas. Mais aucune idée n'est stupide. Comment trouver la bonne idée? La bonne idée vous arrive parfois au moment où vous ne vous y attendez pas. La bonne idée, c'est quoi? Vous êtes là, vous avez un petit garçon. Un matin, vous devez aller au boulot. Votre femme, elle est en mission. Celle qui vous aide à la maison ou votre neveu qui vous aide, il n'est pas là et vous êtes bloqué. Vous dites, mais comment est-ce que je vais résoudre ce problème-là? Alors, vous décidez que, OK, mon enfant, je vais aller le déposer dans un centre qui va me le garder, mais vous vous rendez compte que, mais tiens, le centre là n'existe pas. Et vous vous dites, mais combien de personnes ont ce problème-là? Beaucoup de personnes ont ce problème. D'accord, je vais créer un centre où on peut mettre les enfants pour les cas d'urgence et tout. Vous essayez ça, vos amis vous disent, tiens, j'ai le même problème. Ma fille va venir rester dans le centre. Et de fil en aiguille, avant que vous vous en rendiez compte, vous avez créé une grande entreprise. Ça ne suffit plus pour vos amis. Il faut créer pour d'autres personnes. Vous en créez un à Cotonou, un autre à Porto-Novo, ensuite 2 autres à Cotonou, et voilà, l'idée est partie comme ça. Comment peut-on savoir si son idée est bonne? Il y a certaines étapes qu'il ne faut pas brûler. Quand vous avez une idée, ce qu'il faut faire, c'est surtout aller vers ceux qui n'y croient pas du tout. Moi, c'est ce que je conseille. Si j'ai une idée, je cherche les gens qui sont sceptiques. Les gens qui vont me décourager pour me dire non, l'idée là n'est pas bonne. Si c'est une idée ou bien c'est un produit, par exemple, que vous avez imaginé, que vous pensez que vous pouvez vendre, que c'est un service que vous voulez amener sur le marché, commencez toujours par mettre ce service-là à l'épreuve de ceux qui n'y croient pas. Si vous arrivez à imposer ce service-là à ceux qui n'y croient pas, ça c'est déjà un premier test. Généralement, ce que les gens recommandent, ils disent, il faut faire un business plan. Je dis, le business plan, c'est bon pour aller chercher l'argent à la banque. C'est bon pour
présenter ça aux investisseurs qui peuvent venir vous aider. Mais votre idée même, le business plan est déjà dans votre cœur et l'exécution déjà de la première phase, la phase de test, ça vous dit déjà ce qu'il faut faire, ce qui manque, ce qu'il faut ajouter et ça va vous permettre de propulser votre idée et de la transformer en réalité et faire de vous un entrepreneur ou une entrepreneuse. Existe-t-il des ressources pour trouver des informations sur un secteur clé et jauger la compétition potentielle? Il y a les choses que vous avez apprises à l'école. Vous comprenez? Il y a souvent les gens qui font des blagues sur Internet et disent « Ah, on a appris le théorème de Pythagore. Ça nous sert à quoi aujourd'hui? On a appris le grimper. Ça nous sert à quoi aujourd'hui? » Vous avez appris par exemple les 6 sigma. C'est des choses qu'il faut appliquer. En fait, ce que vous avez appris à l'école, on veut susciter votre curiosité. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça l'éducation. Il faut utiliser votre éducation là à des fins qui vont vous permettre d'évoluer dans vos entreprises, dans vos affaires, dans tout ce que vous faites dans la vie. On vous a appris à faire des recherches. Donc, vous allez sur Internet aujourd'hui, vous pouvez rechercher tout ce qu'il y a comme entreprise qu'on a déjà créé avant vous. Vous pouvez aller sur Internet savoir si vous voulez vendre du savon par exemple aujourd'hui. Il y a combien de savons? Quel type de savon? Il y a quel type de gens qui utilisent ces savons-là aujourd'hui? Vous pouvez aller au cadastre savoir, ok, qu'est-ce qui se passe dans ma zone? Quelle est la répartition géographique? La population, vous connaissez. Le pouvoir d'achat des gens, vous connaissez. Donc, rassemblez d'abord sur Internet le plus d'informations possible. Ensuite, rien ne bat le terrain. Rien ne vaut le terrain. Quand je dis rien ne vaut le terrain, qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire, allez sur le terrain, renseignez-vous, observez, revenez, prenez votre souffle, comparez, mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Si vous voulez fabriquer du savon, c'est pas parce que Unilever fait du savon que votre savon que vous voulez fabriquer là n'aura pas sa place sur le marché. Si votre savon est de qualité, s'il résout un problème, c'est comme une jeune entrepreneuse que j'ai rencontrée. Elle voulait faire des produits pour les cheveux. Et elle me dit, mais monsieur Béton, les produits que moi je fais là, quand mes copines utilisent ça, leurs cheveux poussent. Les cheveux poussent, mais on a un sérieux problème. J'ai dit, c'est quoi le problème? Elle dit, ça sent trop mauvais. Elle dit, franchement, moi-même là, le produit sent. J'ai dit, mais qu'est-ce qui fait sentir le produit? Commençons par chercher ce qui fait sentir le produit. Est-ce que ce qui fait sentir le produit est un ingrédient utile à la croissance des cheveux? Est-ce que vous savez que lorsqu'elle cherchait le produit qui fait sentir les cheveux, dans cette composition, elle est tombée sur un autre produit qui est encore non seulement bon pour les cheveux, mais aussi bon pour la peau. Et aujourd'hui, elle a recommencé, elle se fait son chemin petit à petit et elle arrive à s'en sortir. Elle arrive à s'en sortir avec son produit, malgré tout ce qu'il y a dans les supermarchés et tout. Mais c'est un produit naturel. Les gens qui ne se sont pas défrisés les cheveux, ils en raffolent. Donc, il faut vraiment s'adapter. Sinon, vous allez périr. Alors, supposons que j'ai une idée en or qui a été validée et que je veuille créer mon entreprise. Où commencer? Déjà, il faut savoir quel type d'entreprise vous voulez créer. Combien d'associés vous avez? Quels sont vos objectifs? La société la plus commune au Bénin aujourd'hui, c'est la SARL. Parce que les statuts sont un peu plus rigides. Tout le monde connaît le système de la SARL. Et avec le GUF, la pièce, la création de la SARL, ça prend, bon, en une journée, si vous avez les pièces qu'il faut, vous avez créé votre SARL. Mais il y a aussi les SAS, Sociétés par Action Simplifiée. Les SAS ne sont pas très connus, mais moi, je conseille à certains entrepreneurs d'utiliser plutôt les SAS plutôt que les SARL. Pourquoi? Parce que avec les SAS, c'est un peu comme une SARL, mais à la seule différence qu'avec la SAS, le transfert des actions, le transfert des parts se fait beaucoup plus facilement et la gestion est moins rigide. Par exemple, pour la SAS, au lieu d'avoir des gérants, au lieu de dire que
on doit faire ceci, on doit faire un conseil d'administration à telle date. Et si, avec la SAS, vous vous entendez, vous décidez, bon, voici comment nous on va gérer notre société. Et c'est comme ça que vous la gérez. Vous n'avez plus besoin de vous soumettre de force aux principes rigides de la salle. Il y a aussi les sociétés anonymes, les SA. C'est plutôt pour les grandes entités. Par exemple, si vous voulez créer, je sais pas, une société où vous voulez injecter beaucoup de capitaux et que vous n'êtes pas seul et que vous voulez plutôt avoir des actions transmissibles et tout, c'est mieux de créer une société anonyme. Ça vous permet d'avoir beaucoup plus de présence sur le marché avec une société anonyme. Et souvent, lorsque les grandes sociétés étrangères veulent s'implémenter au Bénin ou dans la sous-région, ils préfèrent utiliser les SA. Bien que la société mère en France, aux États-Unis, en Angleterre, en Inde et autres, donc, mais la société mère qui injecte beaucoup de capitaux et permet d'attirer d'autres investisseurs dans la SA parce que ça permet aux gens d'espérer des dividendes plus consistants à la fin de l'exercice. Et c'est des sociétés souvent qui ont un concept déjà prouvé et ils préfèrent ce système de gestion-là qui est beaucoup plus responsable vis-à-vis des associés. Faut-il entreprendre seul ou trouver un partenaire? Ça dépend. Si vous pensez que vous pouvez le faire seul, je conseille toujours d'y aller seul. Maintenant, il y a des idées, il y a des services que seul vous allez travailler plus et vous allez vous essouffler. Mais ce que moi je conseille toujours, lorsque un jeune vient me voir, ou même quelqu'un qui est déjà établi me dit, Monsieur Yessi, je veux créer une entreprise. Et on est 4, on est 5, on est des amis, on a une bonne idée. Mais ce que moi je fais, je conseille souvent aux gens, c'est que avant même de vendre la première bouteille d'eau, asseyez-vous ensemble, décidez de qui fait quoi, de qui apporte quoi. Par exemple, si vous voulez créer une salle, aujourd'hui, la loi dit, vous pouvez créer une salle avec n'importe quel fonds. Avant, c'était, je crois, 1 million. Et ça limitait, c'est ça, pour ça, beaucoup de gens préféraient avoir des établissements et les gens échappaient aux impôts, à la loi et tout. Mais aujourd'hui, vous pouvez créer et dire que votre entreprise a un capital de 100 000 francs. Maintenant, dans les 100 000 francs, qui a donné 20 000? Qui a donné 10 000? Qui a donné 50 000? Ça, il faut le marquer. Et si vous voulez être des partenaires, des associés égaux, même si vous avez fait des apports en nature et que vous êtes entendu, vous avez dit, quand la société sera rentable, nous allons participer à part égale aux pertes et aux profits. Il faut l'écrire, il faut le signer et il faut que vos statuts le reflètent. Ça, c'est lorsque vous êtes ensemble. Ça évite tous les conflits d'associés après. Parce que, comme je vous l'ai dit plus tôt, les conflits d'associés, ça plombe. Il y a de très belles initiatives au Bénin qui sont aujourd'hui plombées par ces histoires de conflits d'associés. Et c'est pas seulement au Bénin, le monde entier, c'est comme ça. Vous savez que même de grandes sociétés comme Apple et tout, ils sont passés par des périodes de conflits d'associés, ce qui a failli ralentir la croissance de ces sociétés. Donc, il faut que déjà, si vous voulez y aller seul, choisissez bien. Vous pouvez créer une société unipersonnelle, une salle unipersonnelle où vous êtes le seul investisseur. Vous pouvez créer une salle à deux, quelqu'un à 50%, l'autre à 50%, ou en fonction de l'investissement de chacun, vous avez des parts de 60-40, de 70-30, ou même vous êtes 3 associés, mais les autres associés savent que, ok, c'est vous, monsieur Sadikou, qui êtes l'investisseur principal ou c'est votre idée, et bien qu'ils aient mis plus d'argent que vous, ils vous laissent contrôler ça à 55% ou même à 51%. Vous voyez ce que je veux dire? N'ayez pas peur de vous imposer au départ. Ça, si vous devez vous disputer, disputez-vous au départ. Dites à vos associés, moi je veux garder 51% des parts. S'ils refusent, bon, vous savez, ça n'ira pas loin. Mais s'ils acceptent, donc, dès le départ, vous vous êtes entendus. Comment trouver le partenaire idéal? Il n'y a pas de partenaire idéal en affaires. Moi, je peux vous dire que
les gens avec qui j'ai fait les plus belles affaires dans ma vie, c'est les gens avec qui, si vous me voyez assis en train de prendre une bière avec eux, c'est que bon, vraiment, je n'avais pas le choix. Le comportement, le caractère de quelqu'un n'a rien à voir avec ce qu'il peut vous apporter en affaires. Se baser sur le comportement de quelqu'un, se baser sur sa façon de se comporter en société pour faire les affaires avec lui, vous ne ferez jamais de bonnes affaires. Parce que vous allez toujours aller avec des gens avec qui vous entendez. Souvent, ça tourne en rond. Est-ce que vous voyez? Il n'y a pas de caractère précis pour celui ou celle avec qui vous voulez faire des affaires. Déjà, quand vous avez une idée, si c'est votre idée et que vous n'avez pas l'argent pour financer l'idée, cherchez déjà des gens qui n'ont pas l'idée mais qui sont prêts à financer. Montrez-leur l'importance de votre idée et montrez-leur la valeur que votre idée aura dans quelques années ou même dans quelques mois pour qu'ils s'ajoutent à vous. Ils savent que l'argent qu'ils auront investi avec vous, ça va rapporter, n'est-ce pas? Ne vous associez pas, par exemple, parce que votre ami, il est gentil avec vous, il est ci, il est ça, mais qu'est-ce qui vous apporte dans votre business? Vous deux, vous n'avez pas l'argent pour lancer votre activité. Alors qu'il y a une troisième personne, vous savez que ses parents lui ont légué beaucoup d'argent et qui ne sait pas ou elle ne sait pas ce qu'il faut faire avec. Allez vers cette personne parce qu'aujourd'hui, vous avez peu de chances d'obtenir des prêts à la banque. Même les entreprises déjà établies ont des problèmes pour obtenir des prêts à la banque. On est obligé de faire des gymnastiques pour financer les business aujourd'hui au Bénin. Donc, associez-vous avec des gens qui vont vous apporter des capitaux. Associez-vous avec des gens qui vont vous apporter des services dont vous avez besoin pour faire tourner votre entreprise. Il n'y a pas de partenaire idéal. Maintenant, si vous avez un feelings avec quelqu'un et que vous savez que cette personne, elle travaille dur, et que vous vous entendez, mais que ça va toujours dans le sens du travail, allez-y. Quel est le bon moment pour créer son entreprise? Après une période d'activité dans l'informel? Dès la validation de l'idée? Déjà, la période d'activité dans l'informel est une validation de l'idée. Lorsque vous êtes dans l'informel et que vous faites une activité et que cette activité commence déjà à générer beaucoup de profits et que vous vous rendez compte que par exemple, vous le faisiez seul. Maintenant, vous êtes obligé de demander l'aide de votre petit frère ou de votre petite sœur. Vous le faisiez seul et que maintenant, vous avez embauché des jeunes du quartier avec vous qui le font aussi. Déjà, c'est une validation de l'idée. C'est une validation du service ou du produit que vous avez créé, du bien que vous avez créé. Donc, une fois que ce bien est validé dans l'informel, moi, je conseille toujours, n'ayez pas peur. Qu'est-ce qui fait que les gens ont peur de créer une entreprise aujourd'hui? Ils ont peur de payer les impôts. Alors qu'aujourd'hui, lorsque vous avez une entreprise, je n'ai pas l'information exacte, mais lorsque vous ne faites pas 50 millions de chiffre d'affaires, vous ne payez que 350 000. Et je crois qu'ils ont même réduit ça déjà à 150 000 par an, à 150 000. Pourquoi ne pas se formaliser? Alors que lorsque vous vous formalisez, ça vous permet d'aller devant les banques, d'aller devant les institutions qui peuvent vous financer, d'aller même présenter ça à vos amis, au fonds d'investissement, qui peuvent voir dans votre entreprise une valeur ajoutée et investir dedans. Il n'y a pas de moment parfait pour créer son entreprise. Mais le plus tôt vous créez votre entreprise, mieux ça vaut. Déjà au Bénin, il y a le système qui vous permet, lorsque vous créez votre entreprise, vous pouvez écrire aux impôts et expliquer aux impôts: Monsieur le directeur des impôts, voilà, j'ai créé ma société, mais aujourd'hui, en fonction de ce qui se passe, je n'ai pas encore entamé mes activités. Lorsque je vais entamer mes activités, je vais vous informer. Ça vous donne une période de test pour lancer vos activités, voir si c'est quelque chose qui va vous rapporter, voir si c'est quelque chose dont vous pouvez vivre, et puis, paf, vous n'avez plus besoin de rester caché. Déclarez-vous, soyez un bon citoyen dans ce domaine-là. Pourquoi formaliser son activité? Qu'est-ce qui devrait encourager un entrepreneur à ne pas rester dans l'informel? Bien. Quand j'ai commencé à parler plus tôt, je vous ai dit, beaucoup d'entreprises meurent parce qu'il y a un mélange des gens pas possible. Un fourre-tout. Parce que comme on n'est pas formalisé, l'argent qu'on doit prendre
pour acheter les matières premières, c'est le même argent qu'on prend pour aller payer les collages ici, c'est le même argent qu'on prend pour aller en boîte le samedi. Donc, il y a un fourre-tout. Alors que si vous formalisez votre entreprise, la première chose, c'est que vous allez avoir un compte bancaire. Et si vous avez un compte bancaire, votre premier réflexe, c'est l'argent qui sort de l'entreprise. Ça va directement dans ce compte-là. Et lorsque cet argent va là-bas, vous aurez beaucoup plus de difficultés à le divertir. Et ça vous permet, comme je l'ai dit, d'être crédible. Vous ne savez jamais quand l'opportunité d'un gros investisseur va se présenter à vous. C'est pas en ce moment-là que vous allez décider, il faut que j'aille créer un compte bancaire, il faut que j'aille m'enregistrer. Parfois, c'est trop tard. Donc, si vous avez une entreprise et que vous la formalisez, ça veut dire que vous êtes ambitieux. Vous avez l'intention. Vous n'êtes plus comme le dépanneur du quartier. Vous devenez vraiment un homme, comme on dit en anglais, vous devenez legit. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, le plus tôt, moi, je conseille toujours, formaliser. N'ayez pas peur. Ça ne peut que vous apporter du bien. Comment créer et déclarer une entreprise? Quels sont les prérequis à la création d'une entreprise? Y a-t-il des documents spécifiques, des démarches à entreprendre? Il n'y a pas vraiment de démarches compliquées en ce domaine. Déjà, vous êtes citoyen, vous avez une carte d'identité. Je crois que vous allez en ligne, vous allez prendre un numéro d'identification personnelle. Ils vont vous demander un certificat de résidence et une photo. Et tout ça, vous pouvez faire ça sur votre ordinateur. Vous achetez une connexion Internet. Vous allez sur le site GUF Bénin. D'abord, vous pouvez aller sur le site de la pièce. Le site de la pièce vous oriente sur le site de GUF Bénin. Et sur le site de GUF Bénin, vous pouvez voir des statuts qu'on vous propose. Vous pouvez modifier. Et les gens de la pièce, vraiment, je vous avoue que mon expérience avec eux est une très belle expérience. J'y étais allé il y a quelques années. J'étais absolument très, très déçu. Et ça, je ne veux pas leur jeter des fleurs, mais ils se sont nettement améliorés. Et là, aujourd'hui, avec la dématérialisation, vous n'avez plus besoin d'aller faire le rang là-bas et tout. Vous faites tout en ligne. Si vous avez des problèmes, ils ont des numéros de téléphone, vous les appelez et vous disent changez ceci, changez cela. Et puis, votre entreprise est créée. On vous envoie tout par email. Et puis, bon, voilà, c'est un processus que je trouve personnellement assez simple, quoi. Très dynamique. Quels sont les types de ressources que peuvent apporter les associés? Il y a ce qu'on appelle l'apport en industrie. On n'en parle pas souvent, mais l'apport en industrie, c'est très important parce que techniquement, lorsque vous vous mettez ensemble et que vous avez des idées, souvent c'est l'apport en industrie qui prédomine. Lorsque on se met ensemble et qui font du brainstorming, ils travaillent l'idée et tout, c'est déjà important au niveau de l'apport en industrie. Maintenant, il y a les apports en nature et il y a le cash, l'espèce, l'argent. Et souvent, c'est ça qui détermine. Parfois, vous avez l'idée, mais vous n'avez pas le financement. Mais je dis toujours quelque chose. Avant même de parler de business plan, de ceci, de cela, les statuts, aujourd'hui, comme j'ai dit souvent, c'est les salles. Les statuts de la salle sont là. Mais si c'est votre idée, n'ayez pas peur. Si celui qui veut vous financer, il veut vous financer et il demande à prendre déjà avant que vous ne lanciez l'idée ou bien avant que vous ne formalisiez l'idée. Si celui-là demande ou si celle-là demande à avoir la majorité des parts, dites non. Vous pouvez lui concéder jusqu'à 49%, gardez 51%. Parce que si vous concédez déjà 50% de votre idée, de votre société, c'est-à-dire de votre idée à quelqu'un, ou vous concédez déjà plus de 50%, le jour où il y aura un problème, on va vous éjecter facilement. Ça va continuer sans vous, alors que c'est votre bébé, c'est votre souffrance, c'est votre imagination qui a amené cette société à bon port. Donc, refusez. Vous allez en souffrir au début. Vous allez toujours trouver, si c'est une idée qui déjà a amené quelqu'un à vous dire « je vais investir dedans », ça veut dire que quelqu'un d'autre va investir dedans aussi. A-t-on besoin d'un capital initial? Si oui, y a-t-il un montant minimum?
Pas vraiment. Déjà, même vous pouvez créer une entreprise aujourd'hui avec 20 000 francs, 30 000 francs. Vous pouvez créer une entreprise avec 20 000 francs. Maintenant, vous avez besoin d'un capital pour tourner votre société. Peut-être que c'est un capital de 5 000 francs ou de 10 000 francs. Vous avez toujours besoin même si vous avez décidé de créer une société de vente de bissap, vous avez besoin d'acheter les feuilles d'hibiscus, n'est-ce pas? Vous avez besoin d'acheter l'eau. Vous avez besoin d'acheter le gaz domestique. Donc, tout ça, c'est des investissements qui vont vous coûter beaucoup plus que les 20 000 francs que vous avez déclarés pour lancer votre société. Vous avez probablement besoin d'acheter des glacières, vous avez besoin d'acheter un réfrigérateur, etc. Donc, vous avez besoin de capital pour tourner votre société. Et parfois, la recherche de capital, la recherche de l'investissement, ça distrait beaucoup les entrepreneurs. Ça les écarte un peu de l'essentiel, du travail. Donc, si vous avez la chance de trouver quelqu'un qui vous soutient, ou soit vos parents, vos amis, ou bien une banque qui trouve que votre idée est excellente et qui vous soutient, prenez des professionnels en qui vous avez confiance. Ayez un système de contrôle, bien entendu, qui va faire que ces professionnels seront surveillés. Ils ne vont pas distraire vos ressources, mais vous serez concentré sur le développement de l'idée. Les apports autres que financiers doivent-ils être valorisés et inclus dans le capital? Oui, bien sûr. Lorsque vous prenez les statuts de la salle, vous pouvez ajouter les apports en nature, comme j'ai dit, les apports en industrie aussi, j'en ai parlé, et évidemment les apports en numéraire. Est-ce que vous voyez? Mais il faut toujours, parce que quelqu'un vient dans la société avec vous, et cette personne travaille avec vous, est votre associé, mais n'a pas le cash ni le capital pour rentrer vraiment dans la société. Mais elle vous laisse utiliser sa maison. Elle vous laisse utiliser son ordinateur, utiliser ses ressources. Mais elle n'est pas capable de vous donner du cash. Il faut quantifier ces apports en nature là et les évaluer, dit par exemple, à apporter en nature une valeur, peut-être si c'est une société à 1 million de francs, mais une valeur en nature à hauteur de 300 000 francs. C'est un exemple que je donne, quoi. Ouais, ce que je veux dire. Quelle est la meilleure forme juridique d'entreprise qui existe au Bénin? Non, cher ami, il n'y a pas une meilleure forme juridique, mais malheureusement, tout le monde se rabat aujourd'hui sur la SARL, parce que la SARL, c'est la société à responsabilité limitée, et comme cela s'entend, vous êtes protégé, vous, en tant qu'individu, lorsque ça tourne au vinaigre. C'est pour ça que beaucoup de gens préfèrent aller vers la SARL. Et la création de la SARL aujourd'hui est un peu plus facile. Et pour les autres, vous avez besoin d'aller à un niveau juridique un peu plus élevé. Par exemple, aller voir un notaire pour la création. Donc, beaucoup de gens, pour éviter ces tracasseries, préfèrent simplement créer les SARL. Mais les autres sociétés, comme j'ai dit, surtout la société à action simplifiée, moi, je pense que c'est une très belle forme d'investissement que les gens devraient chercher à comprendre avant de dire non. Il faut que les gens cherchent à comprendre ce que c'est. Et moi, j'adore ça parce que ça vous permet d'être plus libre dans la gestion. Vous pouvez choisir un président qui gère, vous décidez de ce que vous voulez, comment la société va fonctionner. Et puis, c'est plus facile de transacter au niveau des parts sociales aussi. Est-ce possible de changer de forme juridique après la création? Par exemple, est-ce qu'une SARL peut évoluer vers une SA? Est-ce que c'est recommandé? Ça dépend. Ça peut arriver. Mais souvent, la société prévoit son cycle de vie. La société prévoit sa dissolution. La société prévoit ses changements aussi. Donc, si vous créez, par exemple, une SARL et que vous, en cours de chemin, vous décidez que la SARL va devenir une société anonyme parce que les associés sont d'accord, il faut faire venir beaucoup plus de capitaux, on veut peut-être aller s'enregistrer sur la bourse régionale des valeurs mobilières et autres. Donc, vous pouvez dire, bon, écoutez les gars, au point où on en est là, on va liquider, on va créer une société anonyme. Mais les actifs
de la société que vous voulez liquider. Vous faites une certaine dissolution de la société, mais souvent c'est les notaires qui vous aident à faire ce genre de mutation, de transformation de la société. Parce que vous continuez à garder les actifs de l'ancienne société que vous pouvez toujours transférer dans votre nouvelle société. On constate souvent que certains entrepreneurs contractent des prêts lorsqu'ils veulent créer une entreprise afin d'avoir un certain montant pour le capital. Est-ce que c'est une pratique recommandable? Oui et non. Oui, parce que, comme je l'ai dit, c'est une chance si vous avez quelqu'un qui est capable de vous financer. Parce que c'est très difficile de mettre une idée en place si vous n'avez pas le nerf de la guerre. L'argent. Si l'argent n'y est pas, souvent, il y a des gens qui ont gardé leurs idées dans la tête pendant des années. Ils sont allés travailler pour d'autres personnes. Le temps de rassembler assez de fonds pour y aller. Donc, j'anticipe déjà sur le non. Le non, c'est que si vous êtes capable de rassembler les fonds d'une autre manière, par exemple, si votre idée est telle que vous avez d'autres activités qui vous permettent de mettre assez d'argent de côté pour y aller, moi, j'aime plutôt que soyez indépendant. L'entrepreneur qui est indépendant est un entrepreneur libre. Lorsque vous empruntez de l'argent chez quelqu'un, lorsque vous faites un prêt, parfois la pression sur vous, elle est si énorme que vous travaillez, vous payez les gens, vous travaillez, vous payez les gens, et peut-être même avant d'arriver à la période de break-even point, c'est-à-dire la période où la société va passer à la profitabilité, la pression des investisseurs sur vous est telle que vous n'en pouvez plus, n'est-ce pas? Donc, si vous allez prendre un prêt, ce que moi je recommande, c'est que demandez le plus de temps possible et négociez les intérêts pour que ces intérêts ne deviennent pas un carcan pour vous, un poids pour vous. Comment structurer une entreprise? Quels sont les rôles potentiels qu'on pourrait avoir dans une entreprise? Les fondateurs, propriétaires d'une entreprise, en sont-ils automatiquement les dirigeants? Non. Vous pouvez créer une entreprise, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Lorsque vous créez une entreprise, moi, peut-être c'est comment on appelle ça? C'est ma déformation de financier. Moi, ce que je recommande, les rôles dans une entreprise doivent être séparés. Quand je dis les rôles doivent être séparés, il faut que ce qu'on appelle un research and development, la recherche et le développement du produit. Quand je parle de ces choses, les gens disent non, Monsieur Béton, comment vous pouvez parler de recherche et développement? Nous, on a une idée. Non, toi-même qui as l'idée, tu es en train de faire de la recherche et du développement. Parce que tu vas chercher des choses, tu réfléchis, tu modifies ton prototype, tu le testes, tu dis non, ce prototype, c'est pas bon, ce service que je propose, il n'est pas complet, je dois ajouter ceci, C'est ça le research and development. Maintenant, il faut qu'il y ait des dirigeants dans la société. Si c'est votre idée et que vous estimez que vous êtes capable d'être le dirigeant, le manager de la société, prenez le rôle de manager de la société. Mais la gestion des ressources, ça là j'insiste et je persiste. La gestion des ressources de la société doit être confiée à des gens compétents et capables de séparer les choses pour que vous, lorsque vous avez la tête dans le guidon, parce que les entrepreneurs ont toujours la tête, ils ont ce qu'on appelle en anglais tunnel vision, c'est-à-dire ils regardent dans un sens, leur chapeau est sur la tête, c'est braqué dans ce sens-là. Souvent, ils oublient que à droite, à gauche, il y a des pièges. Le premier piège que moi je vois, c'est la mauvaise gestion, c'est le divertissement des ressources. Donc, prenez des gens qui sont capables de tenir votre comptabilité pour vous. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, il faut que les rôles dans l'entreprise soient clairs. Qui est le président, qui est le manager, qui est le gestionnaire d'un département. Ça, c'est si vous avez tout ça là. Donc, pour que ça soit clair, pour que chacun sache ce qu'il a à faire, pour que l'entreprise soit assez structurée pour éviter les distractions.
Où trouver du financement pour son entreprise? Votre famille. So this is where you should go. Your family. Vos amis. C'est par là qu'il faut commencer. Si vous avez une idée et que votre père, votre mère, vos frères, vos sœurs, vos oncles, vos cousins ne peuvent pas investir dans votre idée, c'est qu'il y a un problème. Si vous avez quelqu'un qui est fortuné dans votre famille et que vous allez le voir et qu'il se rend compte que, bon, tiens, cette jeune dame qui est venue me voir, c'est pas pour me dire donnez-moi de l'argent pour aller faire mes cheveux, tonton, donne-moi l'argent parce que j'ai besoin d'acheter un vélo, j'ai besoin d'acheter une voiture, et que vient me dire tonton, j'ai besoin que tu me finances pour lancer mon entreprise. Voilà mon idée. Je veux faire ceci, je veux faire cela. L'oncle, s'il est ou la tante ou le papa va dire ah tiens, voilà quelqu'un qui veut grandir. Et je vais vous dire quelque chose. Vos parents, souvent, ils n'ont pas peur que vous échouiez. Ils sont contents que vous soyez en train de prendre des initiatives. Donc, ils sont prêts à vous financer pour peu que vous sachiez leur présenter ce que vous voulez faire. Commencez par là. Commencez à puiser autour de vous d'abord. D'ailleurs, la plupart des grandes entreprises, les Microsoft, Apple, ils ont commencé où? Dans leur garage, dans leur chambre d'étudiants, n'est-ce pas? Utilisant les ressources de leurs parents. Donc, pourquoi nous aussi, on ne devrait pas faire des choses comme ça? Donc, rapprochez-vous de vos parents, de votre entourage, de vos amis, au lieu de dire, OK, hey Joe, le week-end, là, on va aller fumer la chicha quelque part. Non, l'argent pour aller fumer la chicha, dit Joe, ce week-end-là, les gars, l'argent qu'on va prendre pour aller fumer la chicha, là, donnez-moi ça. J'ai une idée, je veux faire mon idée. Ils vont vous donner. Que peut financer l'État et à quelle hauteur? Je ne saurais exactement dire à quelle hauteur l'État peut financer. L'État finance certains projets. Ils ont au niveau de l'ANPE, au niveau du fonds de microfinance et au niveau de l'Agence nationale pour l'emploi, ils ont des programmes pour financer les jeunes entrepreneurs. Mais malheureusement, ça met trop de temps. Parfois, moi, je vais vraiment jeter un pavé dans la mare ici parce que l'État promet parfois de financer, fait des effets d'annonce, dire les sociétés, les entrepreneurs, les jeunes, venez, les gens déposent les dossiers, on les voit à la télé, on dit bon voilà, l'État a financé, souvent c'est les startups, l'État a financé 100 startups, 2 ans après les gens n'ont toujours pas reçu l'argent. Il y a même le cas en ce moment, il y a ce que les gens à qui l'État avait promis des financements pendant le Covid, on les a vus à la télé, aucun d'eux n'a reçu l'argent. Et ça, c'est pas une bonne chose. C'est pas du tout une bonne chose. C'est important de faire les routes. C'est important de construire les hôpitaux. Mais c'est aussi important de soutenir la jeunesse dans leurs aventures. Et quand je dis aventure, je veux dire dans leurs initiatives. Et lorsque l'État promet de financer, que l'État y aille franchement. Ce dont on s'est rendu compte au niveau du financement de l'État et même des organismes internationaux. Les gens utilisent beaucoup plus d'argent pour leur fonctionnement, pour payer leurs salariés, que pour financer les entrepreneurs. Et ça, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. L'État ne peut pas se comporter maintenant comme les banques et être frileuse. L'État doit prendre des risques et développer le microcosme des jeunes entrepreneurs. Monsieur Yessi Beheton, nous sommes à la fin de ce podcast. Quel est votre mot de la fin? Je vous remercie de m'avoir reçu. C'est un privilège pour moi de m'adresser aux jeunes entrepreneurs. Je tiens à leur dire à travers votre micro que c'est des gens qui sont très courageux, que moi j'admire beaucoup. C'est vrai, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Il y a des gens qui travaillent, qui ont des emplois et qui s'en sortent très bien. Mais les entrepreneurs sont des gens à encourager. C'est des gens à qui je demande beaucoup de patience. Être entrepreneur aujourd'hui, c'est comme apprendre à nager. La natation est un sport très frustrant. Il y a des jours où vous allez nager comme un poisson. Et quelques jours après, ou même le lendemain, vous retournez à la piscine, vous n'arrivez à rien faire de bon. La piscine est bizarre, c'est comme si vous êtes dans la mer, vous n'arrivez à rien faire, vous êtes frustré. Ce qui est conseillé,
N'abandonnez pas, nagez un peu, rentrez chez vous, revenez. Entreprendre, c'est pareil. Il y aura des moments très difficiles, mais si vous vous accrochez, si vous croyez à ce que vous faites, et aucune idée n'est trop bonne pour être abandonnée. Je ne dis pas de commencer quelque chose et puis, paf, dès qu'on a une difficulté, on l'abandonne. Non. Mais si vous avez une idée et que vous la mettez en place, c'est ce que vous avez appris au moment où vous êtes en train de mettre l'idée là en place, c'est ça qui est important. Mettez ce que vous avez appris là au service d'autres idées aussi. Testez beaucoup de choses. Touchez à d'autres choses pour voir. Parfois, vous commencez avec une idée. Vous commencez avec l'idée de vendre de la glace et vous vous rendez compte que c'est le bissap qui va vous enrichir. Merci. Merci, Monsieur Béton, pour vos explications et vos interventions dans cet épisode de Point Virgule sur notre thème du jour. Nous espérons évidemment que nos amis internautes, ceux qui nous suivent dans ce podcast, arrivent à en tirer le meilleur du profit pour en faire usage dans leur vie au quotidien ou dans leur secteur d'activité. Merci en tout cas, merci à toute l'équipe de production. Retrouvez-nous sur nos canaux digitaux ou laissez-nous un message sur notre numéro de standard 00229 91 69 28 28 pour poser des questions, nous faire des suggestions, évidemment proposer également des thématiques et même des invités qu'on pourrait recevoir dans notre podcast. Merci à toutes et à tous, Aboubacar de Point Virgule, au nom de toute l'équipe de production, on vous souhaite de passer d'agréables moments. À très vite. Point Virgule. Pour tout savoir et tout comprendre sur les différents sujets, société, politique, culture, environnement, des thématiques sont abordées pour faciliter votre compréhension. Point Virgule, la lucarne qui vous apporte un plus. Point Virgule, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, pour découvrir le contenu intéressant de nos podcasts. Point Virgule.